Alors aujourd'hui, par rapport à votre candidature aux élections législatives, vous êtes notamment soutenu par la France Insoumise. C'est quoi être un insoumis en fait finalement ? En tout cas, je n'ai pas entendu d'être soutenu par la France Insoumise. Je suis aussi par le Parti communiste, par Ensemble et par Europe Écologie Les Verts, pour être insoumis. Quand tu fais des mouvements, tu sais que tu vas devoir rentrer dans quelque chose, quoi, que tu vas avoir des obstacles. Il faut vivre avec des obstacles. Et par exemple, dans les luttes de Jean-Luc Mélenchon, sa personnalité, vous voyez des convergences, c'est un exemple, Il y a du tempérament. C'est pas évident, il faut voir ce qu'on peut se prendre dans la figure, même quand tu fais des petites luttes locales et quand tu es candidat au niveau local, tu te prends quand même des trucs, bon, faut être costaud, bon, bah il y a du tempérament, il tient debout quoi, le bonhomme, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire mieux justement ? Qu'est-ce qui, selon vous, dans quel domaine il va pas assez loin par exemple ? Oh, j'en sais rien. Non, après, comme dirait ma mère, mais il faut qu'il arrive à sourire encore plus, quoi. Il faut qu'il arrive à être sympa, il faut que ma mère elle le trouve sympa, quoi. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon comme obstacle au vote. Il ne faut pas que Mélenchon nous fasse perdre. Le gros problème en ce moment, le gros problème pour gagner, c'est Mélenchon. Je suis con. Vous en êtes où là ? Non mais répondez. Mais moi je veux pas ça devant les caméras. D'accord. Mais vous m'avez compris. Oui, très bien, mais je le comprends 1000 fois par jour et je le comprends parce que je risque de perdre à cause de ça. Donc, Bravo, merci. Je vous donne un élément comme ça. J'ai annoncé ce matin que si jamais j'étais réélu, je ne siégerai pas dans le groupe La France Insoumise. D'accord ? Je suis de gauche, hein. Je suis de gauche et j'embrasse toute la famille, d'accord ? Mais voilà. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon comme obstacle au vote. Là, vous avez dans des terres comme ici, dans des terres populaires de province, ça bloque, quoi. Vous me trouvez quelqu'un qui n'est pas allé voter dimanche dernier, vous me le ramenez par la peau du dos, hein ? Ouais, il n'y a pas de problème. Allez. Quoi, il n'était pas à y aller dimanche dernier ? Bah, c'est lui qui va me faire gagner. Voilà. C'était la voix qui me manquait. Allez, au revoir. François Ruffin doit quitter la France Insoumise. Je crois qu'il en est parti tout seul, alors donc il n'y a même pas besoin de lui demander de la quitter. Il a dit qu'en toute hypothèse, il n'avait plus rien à voir avec ça. Nous l'avons investi. Je ne sais pas ce qui me vaut de sa part une telle hargne, parce que c'est parce que la France Insoumise l'a investi une première fois et une seconde qu'il a été élu la première. Mais je ne dirai de mal de personne, même pas de François Hollande, qui vient pourtant d'en dire beaucoup de moi. Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans le jeu, il n'est pas l'homme du consensus. Voilà. Alors le consensus n'est pas mon but. Je pense que c'est une idée qui n'est pas démocratique, le consensus. Je ne connais pas de dirigeant, de président, de premier ministre qui ait fait consensus en France. Ça n'existe pas. Le principe de la démocratie, c'est que des points de vue différents se confrontent et sont conduits à s'exprimer, à se trancher par des votes. C'est le principe de la démocratie. Le consensus, c'est la situation dans laquelle on est obligé de se taire. Celle d'ailleurs dans laquelle on voudrait me mettre. Donc, il ne faut pas juger de la situation de cette manière. Je crois que ceux qui m'agressent comme ils le font quand ils sont à gauche, commettent une erreur contre eux-mêmes. Car de nombreuses personnes qui peuvent hésiter, est-ce que je vote insoumis ou pas, ou est-ce que je m'abstiens, peuvent se dire, ah ben s'ils s'entendent pas entre eux, ou on va comme ça. Ou bien ceux qui sont insoumis, qui votent insoumis et qui le font parce qu'ils sont convaincus au bout de 3 élections présidentielles que le mouvement insoumis représente ceux qui les représentent le mieux. Ces gens peuvent se dire, mais pourquoi vais-je aller voter pour des gens qui insultent nos principaux dirigeants. Voilà pourquoi, moi je recommande qu'on arrête ça. On ne se rend pas service en faisant ça. Et puis, quand quelqu'un de droite ou d'extrême droite, et il y en a dans tous les milieux, je veux dire dans les milieux populaires aussi, disent « Ah ben Mélenchon, on ne veut pas en entendre parler ». Ben, peut-être bien, mais peut-être que dans d'autres milieux, c'est l'inverse. La confrontation. Et faut-il se repérer seulement sur les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ? Si on me dit, monsieur Mélenchon, vous avez tort sur ceci et cela, eh ben je m'explique. Et après, je convainc ou je ne convainc pas. Faisons confiance au dialogue, à l'activité, à la politique, dans ce cas-là, de démocratique. Bon, faut que je vous prévienne, Yoann, il est énervé, là, il a vu un vieux montage des discours de Mélenchon en 2017, et je sais pas pourquoi ça l'a remonté.
Putain, mais vous avez vu ce qu'ils disent les bourges en ce moment là? Genre, tu sais, ils pleurent comme des victimes contre le Rassemblement National, mais ils choisissent quand même de chier sur Mélenchon quelques jours avant les élections. C'est bizarre ça, hein? D'un coup, tout le monde dit que Mélenchon est un antisémite. T'as BFM là qui titre une citation de Finkielkraut, comme quoi Mélenchon ferait fuir les juifs s'il était élu, et t'as même Ruth Krief, en bonne militante macroniste pro-État israélien, qui s'énerve quand un candidat ne veut pas attaquer Mélenchon. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet? De ne pas comprendre. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet? À votre avis, quel sujet? Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet? Et là-dessus, t'as le retour du Parti Socialiste, quoi. Moi, je pensais que c'était terminé ce truc-là, mais non, les revoilà. L'intensité de la propagande pro-État israélien, devenue une propagande anti-LFI, est si forte qu'elle permet au PS et compagnie d'aller dans les télévisions pour condamner Mélenchon et donc d'exister politiquement. Ruffin obtient des reportages de TF1 à condition d'insulter Mélenchon, Corbière et Carido sont défendus par Hanouna et compagnie. Alors entre les médias de milliardaires, les médias d'État et les médias du petit réseau parisien, on a du pluralisme, on est content, c'est sûr, en France, hein. Et nous, on est comme des cons à regarder ça à la télévision, sur internet et à s'énerver sur Twitter contre des bots qui mènent la danse, quoi. Et le résultat, c'est ça, le retour de François Hollande, interviewé par BFM, qui raconte n'importe quoi. À la télé, il a même du mal à défendre le programme du Front Populaire, alors que c'est exactement le même que celui du PS en 2007. Voilà donc Mélenchon, c'est 16 ans de combat pour relever le drapeau, et au final, on a quoi? Eh ben, toujours les mêmes médias qui décident de toujours les mêmes polémiques pour mettre au final en avant François Hollande qui défend un programme digne du Parti Socialiste, quoi. Non mais c'est pour ça m'énerve ces trucs-là, là. Bon, et sinon ça te dit un truc, la loi de Murphy? Quoi? Tu sais, le truc d'Interstellar qui dit « Tout ce qui peut arriver, arrivera ». Je veux dire, si les bourges ont d'immenses médias, rien ne les empêche de faire ce qu'ils font, dénigrer avec leur machine médiatique leurs principaux opposants politiques. Donc, si LFI veut être le principal opposant, eh bien il va falloir qu'ils apprennent à surmonter ces attaques. J'ai rien compris à ce que t'as dit là. Bon, bah tu peux pas espérer gagner l'euro si à un moment donné tu te donnes pas les moyens de battre l'Allemagne. Ah ok, ouais c'est mieux comme ça. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe, on peut regarder le passé. En 2016, Mélenchon et ses potes créent la France Insoumise. Ils veulent profiter de la mort du Parti Socialiste et de la désorganisation des partis d'extrême gauche. Ah oui, je me souviens, ça parlait genre de constituants, ça critiquait les médias, ça organisait partout des groupes d'action là. En 2017, Mélenchon disait « pas de tambouille, de l'action, on n'attend pas les consignes, on centralise tout sur la question du programme, on passe dans les médias, mais surtout, on développe nos propres réseaux sur Internet ». D'ailleurs, Mélenchon expliquait toute leur stratégie directement sur sa chaîne YouTube pour qu'on comprenne pourquoi il fait pas la primaire ou pourquoi il fait pas d'union, etc. Le mouvement insoumis, c'était une machine de guerre créée autour de Mélenchon pour gagner l'élection présidentielle par effraction. Et ça a fini à 600 000 voix seulement du second tour. Hein. Sauf que cette ligne populiste, elle a pas duré. Hein. Après 2 échecs au présidentiel, LFI a sorti la marmite et invite ses potes. Pour les législatives de 2022 et 2024, c'est le retour de l'union de la gauche. La tambouille reprend pour se partager les circonscriptions dans le secret des réunions parisiennes. Chacun fait croire que ces unions sont suffisamment solides pour gouverner et qu'il faut voter pour eux. Le programme est écrit à l'arrache avec des gens dont on sait qu'ils ne l'appliqueront pas. Une stratégie d'union de la gauche qui permet de gagner des députés insoumis, oui, mais qui permet aussi de faire gagner des députés PS, PCF, écologistes qui multiplient leur prise de parole malgré leur insignifiance électorale. Ce qui va permettre à cette gauche non insoumise de présenter une candidature commune pour 2027, genre avec un Ruffin qui prépare ça depuis des années. Ils vont alors récupérer les miettes de Macron tout en se reposant sur la campagne médiatique anti-insoumise pour créer un bloc de centre-gauche qui va être un puissant obstacle à la stratégie électoraliste des insoumis. Après les élections législatives, il va y avoir clairement 2 lignes à gauche. Ouais, d'un côté, il y a une ligne que va représenter Ruffin. On cède sur la radicalité du programme et on fait faire une alliance avec les autres partis de gauche en misant sur la peur du RN qu'ont les électeurs de gauche pour leur faire voter un programme et des candidats au rabais. Il utilise les médias pour s'asseoir sur LFI en espérant qu'après avoir cramé Mélenchon, ce soit pas son tour à Ruffin puis aux autres de se faire cancel, au risque qu'un jour, il ne reste plus que François Hollande, quoi. Et l'autre ligne, c'est celle que peut représenter LFI à l'avenir. Celle d'acter que la stratégie de l'union de la gauche n'est pas viable, que ces alliances d'opportunistes ne formeront jamais un gouvernement, que les médias se retournent toujours contre la cause et que la bourgeoisie, même de gauche, reste un adversaire à qui il ne faut pas donner de la force. Et donc, revenir sur une critique média à fond, surtout après la séquence
conséquences sur les législatives et la Palestine, t'inquiète, on a tous remarqué que les médias, il y a quelque chose qui allait pas. Hein. Puis, revenir sur une critique de la gauche, surtout s'ils reforment ce bloc de centre-gauche, quoi, qui arrête pas de trahir et de faire des retournements de veste. Et ça veut dire qu'il ne faut pas compter que sur les tambouilles et les invitations médias pour exister. Et de renforcer cette présence de la France Insoumise sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec toutes les nouvelles figures qui ont émergé récemment. Et pourquoi pas même créer leurs propres médias de plein de façons différentes pour qu'ils puissent diffuser leur discours sans que t'as des abrutis de journalistes en face d'eux. Il va donc falloir que les cadres insoumis, ils bossent sur le terrain et qu'ils organisent localement la vie politique, que ce soit là où on discute, où on se rencontre, où on apprend, où on organise nos manifs. Je veux dire, faut qu'il y ait tellement de choses en dehors de la télévision que la télé et la radio, ça devienne des sujets de blague, quoi. Tu vois, et qu'on soit des millions à penser ça. Que les députés, ils soient pas juste là pour gratter du papier à l'Assemblée nationale, mais qu'ils soient choisis et formés pour organiser une vie militante, à participer à des milliers de luttes qui s'intensifient partout dans le pays. Que militer, ça soit de vrais événements et pas juste des tractages le jour du marché la veille d'une élection. Bref, avoir des réseaux localement et des médias pour ne pas avoir besoin des bourges pour toucher des millions de personnes. Et en prenant une ligne plus franchement radicale, arrêter avec les programmes de gauche centrés sur une mini-augmentation du SMIC et montrer un programme qui permet réellement de s'attaquer aux puissants. La constituante, le démantèlement des empires de presse, la critique de la guerre, l'attaque contre les grandes entreprises, et tout en continuant de porter une ligne antiraciste. Une ligne forte et cohérente qui est capable de rassembler énormément de personnes sans avoir besoin de compromission avec les autres bourges là. Ce qui peut très rapidement porter ses fruits envers une partie de ceux qui vont être déçus par le Rassemblement National si Bardella obtient Matignon. Le type, il va rien changer et il va falloir sortir le bazooka, non pas pour réunir la gauche bourgeoise, mais pour réunir tous les déçus, les abstentionnistes, les ambitieux qui veulent profondément changer cette société. C'est peut-être ça, au fond, le dernier combat de Mélenchon. Construire une vraie indépendance politique, histoire que son héritage ne soit pas juste un nom ou un groupe parlementaire. Bref, qu'ils assument un petit peu d'être un mouvement de masse et de porter un peu plus loin encore le mouvement social. Et s'ils le font pas, il faudra qu'on s'en occupe parce qu'on va pas attendre que d'autres personnes fassent le boulot à notre place non plus. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent assumer ce rôle-là. Après, est-ce qu'ils le feront ? Ça, on sait pas. Mathilde Panot, là, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, si c'est juste incarner un vote barrage et que c'est pas une incarnation d'une gauche qui veut changer la vie des gens, qui veut gouverner le pays, etc., la possibilité de mobiliser, y compris sur son propre socle, est moins grande. Un vote par défaut ne fait rêver personne. Donc la question pour elle et pour les élus du Nouveau Front Populaire, c'est d'incarner la gauche. Nous sommes le seul rempart à une majorité absolue du Rassemblement National. Les seuls qui sont capables d'avoir 200 sièges en face, c'est la gauche. Bon, après, voilà, c'est une posture sur ce que disait Olivier Faure, c'est autre chose. Je comprends, c'est le discours assez classique face à l'extrême droite. Et je pense pour moi, pour ma part, qu'il ne prend pas assez au sérieux l'efficacité redoutable de la proposition raciste du Rassemblement National, qui est une proposition, pas simplement un racisme comme ça, une affliction morale, c'est un racisme ancré dans une conception de classe. C'est vraiment la liaison qu'ils font toujours entre l'idée que d'abord, il n'y a pas d'alternative, ça c'est ce qui fait vraiment la base, il n'y a pas d'alternative, donc sous-entendu on ne peut pas changer les inégalités socio-économiques, et donc que la question se joue sur l'organisation de changer les inégalités dites ethno-raciales. Le travail de Félicien Faury, le sociologue là-dessus, est absolument très intéressant à ce sujet. Et du coup, face à ça, on ne comprend pas que l'ancrage populaire du Rassemblement National, il est lié à ce pacte raciste et que, pareil, à côté, on a dans ces gens qui ont continué à voter macroniste ou un certain nombre de gens, l'ancrage dans... Il n'y a pas d'alternative en termes de politique économique. Il y a un écocide en cours, mais ça tout le monde le sait. Cet écocide est capitaliste. Ça tout le monde ne le sait pas encore tout à fait. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a tout un débat autour de l'anthropocène, n'est-ce pas ? Si la planète va mal, c'est la faute à l'homme, avec un grand H, à l'anthropos. Non, désolé, c'est pas la faute à l'homme, c'est la faute au capital, au capitalisme, aux capitalistes. Bon, donc je reprends. 1, il y a un écocide. 2, l'écocide est capitaliste. 3, c'est le point important, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Or, c'est une promesse avec laquelle on va vous bahuter pendant encore quelques décennies, histoire de gagner du temps. Malheureusement, les quelques décennies, nous ne les avons pas devant nous. Et le Green New Deal fait partie de ce bahutage, la géo-ingénierie également. Alors la géo-ingénierie, donc il y a ce cauchemar-là. Mais l'autre chose sur le Green New Deal, si vous voulez, c'est que je vois bien à quel point tout le débat est absorbé par l'obsession du CO2 et du changement climatique.
Ah, oui, c'est sûr que le problème est là, mais je vous signale que ce n'est pas le seul des problèmes qui pèsent sur la planète. Hein. Il y en a toute une palanquée d'autres, dont on parle d'autant moins qu'on parle davantage du CO2 et de la montée du niveau des eaux. Il y a l'érosion des sols, le problème de la disponibilité des usages et de la disponibilité de l'eau, le problème de l'effondrement de la biodiversité, le problème des cycles de l'azote, du phosphore, etc. Bref, il y a un groupe d'experts qui a identifié, je crois, si je me trompe, je suis sûr qu'il y en a qui le savent mieux que moi et qui me rectifieront, 9 limites à ne pas franchir pour que la planète demeure habitable, n'est-ce pas ? Bon, et 6 ont déjà été allègrement dépassés ou sont en cours de l'être. Donc ça ne va pas fort, hein, tout de même. Vous voyez, sur ces fronts-là également, je veux dire. Donc on ne va pas tout à fait s'en tirer comme ça. Et pendant ce temps, le solutionnisme technologique ne nous propose rien d'autre que ce que j'appellerais la rotation du désastre. C'est-à-dire on va aller colmater dans un coin, mais évidemment, la merdouille ne va être que déplacée dans un autre. Vous comprenez, si vous faites des voitures électriques formidables, moins d'émissions de CO2, ben oui, mais alors les batteries, le lithium, la Terre pas moins saccagée qu'avant, mais différemment, bon, ça nous change sans doute, mais et puis ça fait toujours plus de voitures, avec plus de circuits intégrés, donc les terres rares à aller, là aussi, à aller exploiter dans les conditions on ne sait pas lesquelles, etc., etc. Et tout ceci, évidemment, nous ramène à un seul et ultime argument qui est cette contradiction fondamentale entre le projet capitaliste de l'accumulation intransitive, c'est-à-dire de la croissance indéfinie et potentiellement infinie, comparée aux ressources finies de la planète. Donc, je veux dire, si vous voulez, on peut tordre le problème dans tous les sens, l'envisager par quelque bout que ce soit, on finira toujours par buter à nouveau sur cette contradiction-là fondamentale. Le Green New Deal est un atermoiement, mais ce n'est pas une solution, hein, l'atermoiement. S'il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste, alors il faut sortir du capitalisme. Et à un moment, il va bien falloir se rendre à cette conclusion, si vous voulez. Et c'est ça le défi. Hein. L'alternative, c'est anthropocide ou capitalocide. C'est ça l'alternative. Et alors, figurez-vous que dans le train, dont le balancement était agréablement heuristique, il m'est venu une idée pour le dire. Alors, je vous propose hein, le slogan de l'allée Paris-Lausanne. C'est très simple. TINA. There is no alternative. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Si vous voulez éviter l'anthropocide, il faut le capitalocide. C'est très simple. Et alors, vous voyez, moi, je trouve ça assez agréable parce qu'il n'y a plus d'alternative. C'est l'énoncé qui, normalement, doit être radicalement banni de tout discours politique. La politique, c'est qu'on peut toujours faire autrement. On peut toujours défaire ce qui a été fait pour le refaire autrement. Sauf quand ce dont il est question, c'est de la destruction des conditions d'habitabilité de la planète par les hommes. Alors là, effectivement, il n'y a pas l'alternative, c'est soit les hommes encore dessus ou plus d'hommes dessus. C'est ça. Bon, alors moi, l'idée de leur renvoyer dans la gueule leur propre slogan, ça met... Et puis alors, un peu stéroïdé, quoi, vous voyez, hein. C'est pas comme, je veux dire... enfin, bon, là, j'aime assez. Donc, je pense que je vais m'occuper à populariser ce nouveau et original slogan dans l'avenir. Voilà. Je pense que, par exemple, si on regarde une partie de la base macroniste, on verra les comportements de vote, mais il y a une partie qui n'adhère pas à ce pacte raciste, mais ils adhèrent à cette idée qu'il n'y a pas d'alternative en termes d'ordre économique. Et c'est pour ça que tout l'enjeu de la gauche, c'est au-delà de dire ce sont des gens contre qui on doit se battre, qu'on doit défaire dans les urnes et dans la société, c'est de comprendre que la proposition ne peut pas simplement constater qu'il s'agit d'un vote raciste ou constater que il faut s'attaquer à ce TINA, encore une fois, à ce there is no alternative, parce que c'est en le faisant tomber dans une partie des catégories intermédiaires, notamment qui vont voter Macron, qu'on peut essayer de choper ceux qui sont progressistes dans cette Macronie, peut-être ceux qui viennent justement de cette illusoire, en tout cas un peu ridicule aile gauche de la Macronie, mais en tout cas ceux qui ont été qui sont provenus du social-libéralisme, qui ont quand même quelques tabous, on va dire.
Et de l'autre côté, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a sur ce pacte raciste des possibilités de continuité, dans le sens où si le Rassemblement national a siphonné Reconquête et surtout une partie de la droite, c'est parce que, bien entendu, qu'il y a un alignement idéologique des droites entre eux sur la base, on l'a déjà dit plein de fois sur ce plateau, mais xénophobie, néolibéralisme, autoritarisme. Ça, c'est le triptyque et ils sont à différentes nuances. La question, c'est comment on fait péter à gauche cette idée qu'il n'y a pas de possibilité de transformer les inégalités sociales et qu'en plus, de l'autre côté, on tient la ligne antiraciste de on lâche rien. Et sur ça, la proposition de la gauche, à mon avis, il y a de quoi l'étoffer et il y a de quoi lui rendre un caractère qualitatif supérieur. Je pense effectivement qu'il y a la difficulté, et vous aviez parlé tout à l'heure de fragilité à l'intérieur du nouveau Front populaire, c'est encore une fois cette instabilité entre une aile modérée qui cherche une voie d'apaisement à la crise politique, un moyen de penser qu'on va pouvoir sortir de la crise actuelle avec des logiques de compromis face à une bourgeoisie complètement radicalisée, et de l'autre côté, une aile qui est entre guillemets plus radicale et qui travaille ces contradictions sociales et qui n'a pas peur de la confrontation à l'agenda du pouvoir. Si on regarde les mouvements électoraux et les augmentations de participation, notamment dans un certain nombre de quartiers populaires, les gens ont plutôt quand même eu le réflexe d'un survote, d'une surmobilisation par rapport à d'autres législatives, y compris dans ces quartiers populaires, parce que ils sont aussi tenus par la peur, l'identification du danger, etc. C'est par contre vrai que ce qui est valable et sur ces questions, que ce soit les questions de violence policière et de, en fait, la nécropolitique, pour reprendre le terme de Achille Mbembe, cette idée que le pouvoir est utilisé contre les corps et contre les vies, et que c'est pas une question de variables, ce sont des êtres humains, voilà, et que les politiques publiques ont des effets concrets sur leur vie et leur capacité de vivre, de façon différenciée. C'est aussi ça le racisme, c'est le poids de la mort qui ne tombe pas de la même manière sur tout le monde. Et il faut aussi que la radicalité, encore une fois, sur la question économique, elle se fasse pour dire qu'encore une fois, si on ne brise pas et chez les potentiels progressistes qui votent encore pour le bloc central parce que sur une logique de classe et ailleurs, il n'y a pas de possibilité de résister à ce truc dans lequel, dans une situation où on dit aux gens il y a une pénurie des ressources et des droits disponibles, les faire changer d'idée sur l'idée que du coup il faut sacrifier certains, donc les étrangers, donc les assistés, donc ça ne peut pas, si on n'a pas fait sauter cette idée de il y a une pénurie de ressources et de droits disponibles. Derrière une question de personne, on cache une question politique à gauche. C'est juste ça, c'est encore une fois, moi j'insiste sur cette instabilité qui existait déjà dans la NUPES entre son aile modérée, son aile plus radicale en l'apparence, parce qu'encore une fois, je veux dire, regardez le programme commun en 72, regardez le programme du nouveau Front populaire aujourd'hui, vous allez rigoler. Je veux dire, c'est pas non plus la révolution soviétique et on peut peut-être le déplorer. La question n'est pas là. Donc derrière la question du Premier ministre et la petite guerre qui se fait, bien sûr qu'il y a des questions de personnes, mais prenons au sérieux l'idée que derrière il y a aussi une question politique entre la tentation dans une partie de la gauche de se débarrasser de cette aide radicale. Je suis désolé. Mais faire quoi? Pour faire une grosse coalition à l'allemande? Pour l'instant, en tout cas, pour essayer de se recentrer, parce que ce sont des gens qui, dans le camp social, sont minoritaires. Le PS, à part sa notabilité médiatique et dans l'espace institutionnel grâce à des deals, il est fini. Regardez la jeune génération, personne ne sait qui est le Parti socialiste, personne ne veut du Parti socialiste et il n'a pas d'avenir là-dedans. Les Verts, c'est un peu différent, mais ils ont un jeu fin à jouer entre la galaxie écologique extrêmement mobilisée et d'autant plus dans une direction de rupture avec les soulèvements de la terre, un certain nombre d'initiatives, et ce qu'ils ont jusque-là proposé avec des fois des points d'attache à la gauche, quand ils ont choisi Yannick Jadot, etc., qui étaient plus proches de la culture de la gauche social-démocrate. Et en vérité, c'est sur cette bataille-là que se joue aussi la possibilité d'un gouvernement à gauche plus tard, parce que la France insoumise et ses alliés n'accepteront pas des renoncements plus avant sur le programme. De l'autre côté, il va falloir surtout faire bloc de façon unique contre le Rassemblement national. Et ce qui pêche, pourquoi ça se bataille aussi, c'est que dans la défense de la France insoumise face aux polémiques, ses alliés ont été particulièrement mauvais. C'est-à-dire que soit ils ont été muets, soit ils sont incapables. Non mais pour quelle raison? C'est pas parce que ce sont des gens méchants ou etc. Il y a peut-être un ou deux cyniques en politique, il y en a toujours. Mais c'est parce qu'ils sont incapables, encore une fois, d'affronter les polémiques. Lorsqu'il y a des polémiques, au lieu de donner le point à l'adversaire et d'essayer de se dédouaner, de se sortir sans perdre des plumes de la bataille, ils doivent faire front. Et s'il n'y a pas de front à gauche, au moins sur l'autodéfense du périmètre du nouveau Front populaire actuel, ça va être très compliqué et tout le monde sera mangé à la même sauce. Je veux dire, ça me semble évident que si la gauche renonce à chaque fois que l'adversaire l'attaque et lui dit arrête tes valeurs, renonce à qui tu es, à qui tu veux représenter. Je veux dire, quel est l'avenir de la gauche d'arrêter d'être qui elle est? Interrogation, on va clore cette première partie de l'émission.